hop, on enchaîne parce que sinon on va être en retard et on a encore plein de choses à se dire. Et donc, on va passer la parole à Jean-Vincent qui va cette fois-ci nous parler de la prémédication. Eh bien, merci beaucoup, Christelle, merci beaucoup à tout le monde. Donc oui, aujourd'hui, on va parler donc de la prémédication de l'enfant. C'est quand même quelque chose de très important. Et pour savoir de quoi l'on parle, c'était celle-là. Merci bien. Eh bien, on va juste reprendre la définition du dictionnaire Robert. Le dictionnaire Robert dit que la prémédication est un traitement médicamenteux administré avant une anesthésie ou un examen difficilement toléré. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'en occupe? Parce que, on va dire, 40 à 60% des enfants qui arrivent au bloc opératoire présentent une anxiété préopératoire. Et on sait que s'occuper de l'anxiété préopératoire, la diminuer, permet donc de diminuer le stress périopératoire, permet de diminuer l'agitation au réveil, les niveaux de douleur, les nausées et les vomissements post-opératoires, ainsi que les troubles du comportement post-opératoire. Alors, en guise de traitement médicamenteux, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le midazolam. Le midazolam est un médicament qui est très utilisé dans beaucoup de structures. Il n'est néanmoins quand même pas parfait parce qu'il y a une variabilité d'élimination. Il peut engendrer des sédations post-opératoires. Il peut entraîner aussi des agitations post-opératoires. Il a particulièrement mauvais goût et administré en intranasal, il est particulièrement irritant. Le deuxième médicament que l'on trouve est la dexmédétomidine. Alors celle-là, elle fait plutôt maintenant la une des publications scientifiques dans les différentes revues. Et la dexmédétomidine, elle a un effet antalgique et elle a un effet sédatif. Alors, elle n'a pas encore la MM chez nous pour la prémédication. Néanmoins, on voit que par rapport au midazolam, la dexmédétomidine a quand même une action très utile pour l'agitation liée à la séparation ou éventuellement l'agitation au moment de l'induction. Alors, ces médicaments-là, à qui on va les donner? Je pense que c'est ce qui sera l'objet de la discussion. Globalement, avant l'âge de la séparation, je pense que ça ne sert strictement à rien de donner un médicament. Le bénéfice sera majeur chez les enfants d'âge préscolaire et éventuellement aussi ceux qui sont à l'école maternelle. Donc on va dire globalement jusqu'à l'âge de 5-6 ans, je pense que légitimement on peut en donner. Après, à partir de l'école primaire, je vais dire que c'est un petit peu au cas par cas. Je pense qu'il ne faut pas être dogmatique en disant avant 6 ans, je prémédique tout le monde, après 6 ans, je prémédique plus personne. À la consultation d'anesthésie, il faut essayer de voir un petit peu comment est l'enfant pour savoir si l'enfant va avoir besoin d'une prémédication ou pas. Chez le grand enfant, donc on lui demande. Alors néanmoins, il y a des enfants qui sont très détendus au moment de la consultation pré-anesthésique et qui, une fois qu'ils vont arriver à l'hôpital, se disent « Ah, bah, si j'avais su, je l'aurais peut-être demandé ». Il y a les enfants qui ont un parcours de soins très compliqué. Les enfants qu'on endort très régulièrement ou les grands ados, les chirurgies majeures, qu'elles soient carcinologiques ou orthopédiques lourdes. Voilà. Donc je pense qu'il ne faut pas être trop dogmatique, il faut essayer d'avoir un petit peu d'intuition et je pense qu'il ne faut surtout pas la refuser à un enfant qui la demande ou un adolescent qui la demande. Néanmoins, il y a beaucoup de structures qui se sont, on va dire, démenées pour essayer de trouver différentes méthodes pour diminuer l'anxiété préopératoire de façon non médicamenteuse. Et donc, ça se développe énormément. Il y a donc les bandes dessinées, il y a les animations Playmobil, il y a les films, les casques en réalité virtuelle, il y a l'arrivée en étant acteur au bloc opératoire, en arrivant à pied ou éventuellement en petite voiture électrique. Il y a des structures où il y a des clowns, par exemple. Et donc, tout ça, ce sont des méthodes qui sont en cours de développement. Alors, il y a des méthodes qui ont fait leurs preuves, et d'autres qui ne l'ont pas encore faite ou qui ne le font pas du tout. Alors néanmoins, comme on l'a appris pour l'analgésie post-opératoire ou éventuellement la gestion de l'antinociception péropératoire, nous avons appris qu'il fallait être multimodal. Eh bien, j'allais dire, aucune de ces méthodes n'est foncièrement mauvaise, et je pense que si on peut essayer d'en mettre un petit peu de tout, globalement, je pense que tout le monde pourra y trouver son compte. Et donc à ce moment-là, on peut peut-être se donner une nouvelle définition de la prémédication.
On était plutôt, avant, la prémédication, la définition, c'était le médicament. Et là, maintenant, on va essayer de parler plutôt de la dans le mot prémédication. Et on pourrait dire que la prémédication, en fait, c'est toute action réalisée avant l'induction anesthésique et qui permet de diminuer l'anxiété préopératoire. Alors, quand est-ce que commence cette prémédication ? Eh bien, elle commence dès la consultation de chirurgie. Et bon, on va compter dessus, bien évidemment, on est avec nos collègues chirurgiens, mais on va dire surtout à la consultation pré-anesthésique. Il faut avoir un vrai discours aux enfants et un vrai discours aux parents. Il faut avoir un discours vrai, c'est-à-dire il faut dire ce qui va se passer, mais il faut quand même avoir une attitude un peu détendue. On n'a quand même pas des situations majeures en consultation d'anesthésie dans notre quotidien. Et alors, il faut vraiment s'intéresser aux parents parce que les parents sont quand même des vecteurs de stress très importants aux enfants. Et des parents un peu détendus vont donc moins transmettre leur anxiété aux enfants. Et donc ça, c'est quand même particulièrement bénéfique. Et à qui est-ce que cela s'adresse ? Et bien évidemment, ça s'adresse à l'intégralité de nos patients. Tous nos patients ont besoin d'avoir un discours adapté, un discours sincère, un discours vrai, un discours quand même détendu. Et je pense que tout le monde y a le droit. Voilà. Les parents, c'est quand même important. Je pense qu'à mon avis, on le sait, la présence des parents n'est pas nécessairement un grand bienfait vis-à-vis de l'anxiété des enfants au moment de l'arrivée, au moment de l'induction anesthésique. Il faut aussi concevoir que l'hospitalisation, ça peut être un château de cartes. Qui peut vite s'écrouler. Il suffit juste d'une seule mauvaise expérience pour que tout parte en vrille. Et je pense qu'on pourrait même dire qu'un séjour qui s'est excessivement bien passé du début à la fin, c'est le début de la prémédication pour la fois d'après. C'est-à-dire qu'on garde un bon souvenir de l'hôpital, l'enfant qui va revenir, parce qu'il y a des enfants qui reviennent quand même très régulièrement, tous les 15 jours, tous les mois, à ce moment-là, quand un séjour s'est vraiment bien passé, c'est le début de la prémédication pour la fois d'après. Et donc en conclusion, parler de la prémédication en 5 minutes, c'est quand même un petit peu une gageure, parce que je suis désolé, mais je n'ai rien réinventé. On peut peut-être juste se dire que la définition, on peut la changer. Au lieu on va parler maintenant de toute action que l'on peut faire pour le bien de l'enfant avant une anesthésie, et que tous les patients peuvent en bénéficier, et qu'aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas licite de dire qu'une prémédication est exclusivement médicamenteuse. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Vincent, pour nous avoir finalement quand même reconceptualisé un petit peu ce qu'on fait ou ce qu'on essaye de tous faire dans nos différents centres. C'est vrai que le médicament, on l'utilise, il nous est fort utile, mais on a quand même développé plein de choses à côté, non médicamenteux. Alors quand même, moi j'avoue que sur le petit, le préscolaire, c'est-à-dire jusqu'à 5-6 ans, en tout cas dans ma pratique, j'ai quand même tendance à beaucoup prémédiquer ces enfants-là parce que en fait, j'ai peur de me louper. Alors je me dis, si je les prémédique tous, comme ça au moins, je ne vais pas passer à côté. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, nous avons beaucoup discuté entre les personnes qui sont ici présentes à cette table, et il y a vraiment 2 écoles. Moi, je suis, Christelle, plutôt de ton école. J'estime personnellement que l'on endorse, qu'on s'occupe de 100% de nos patients, et qu'en effet, on peut mal vivre un enfant qui se met à être complètement déconnecté, se mettre à hurler parce qu'il a quitté ses parents ou parce qu'il est dans un environnement qu'il ne connaît pas. Et voilà. Donc moi, j'aurais plutôt tendance, en effet, à prémédiquer l'argamanu. Alors, je suis bien d'accord et merci pour ton topo, Jean-Vincent, parce que je pense que ça a quand même fait passer des messages bien clairs. Alors justement, quand on parle des différentes pratiques, et on n'a pas tous les mêmes pratiques, heureusement, c'est ce qui rend aussi riche cette pratique de l'anesthésie pédiatrique. Alors nous, on prémédique de façon médicamenteuse, parce que comme tu l'as dit, prémédication, il faut changer la définition. Quasiment jamais. Probablement, je n'irai pas jusqu'à 5-6 ans, mais les 2 ans, notamment par exemple pour les chirurgies d'hypospate, c'est toujours un petit peu compliqué la séparation. Mais moi je me dis, est-ce qu'il ne faut pas quand même essayer de personnaliser ? On parle beaucoup de personnalisation de l'anesthésie-réanimation. Il faut personnaliser sur le plan hémodynamique, sur le plan neurologique, etc. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi personnaliser ? Comme tu as dit, ça commence dès la consultation d'anesthésie. Et on sait que maintenant il y a des scores d'anxiété qui, à mon avis, doivent rentrer dans la consultation d'anesthésie. Et on se dit, tiens,
Celui-là, ok, certes, il a 4 ans, mais franchement, les parents ne sont pas stressés, il a bien reçu l'information. Nous avons bien informé, et je pense que c'est extrêmement important la façon, ça tu l'as bien dit, de parler aux enfants et aux parents. Et nous, ceux-là, on ne va pas forcément les prémédiquer. C'est vrai qu'il y a la distraction, la venue à pied, on les endort assis dans la voiture, dans le lit, sur les genoux. Voilà. Donc moi, je serais plus pour une prémédication médicamenteuse personnalisée, voire même non médicamenteuse personnalisée, parce qu'il y en a qui ne vont pas vouloir la petite voiture, mais la moto à côté, l'autre, il va vouloir la tablette. Donc voilà, moi, je suis plus dans cette Alors, en fait, idée-là. Je suis entièrement d'accord avec toi, puisque un de mes enfants s'était fracturé le coude. On a eu un long trajet. Il avait 5 ans et on lui a expliqué tout ce qui allait se passer. Bon, Morité était peut-être un petit peu fatigué, c'était lié à la fracture, mais c'est vrai qu'il est arrivé détendu au bloc opératoire. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais je trouve, en consultation, quand on dit aux enfants « tu vas avoir une tablette », là, c'est « waouh », les yeux qui s'ouvrent, il est heureux, il est très content, voilà. Mais de temps en temps, une fois qu'ils arrivent à l'hôpital, eh ben, à ce moment-là, il y a le couperet qui tombe et on se dit, bon, alors moi, généralement, je la prescris toujours, voilà. Et puis, et de temps en temps, alors ça arrive, l'enfant dit non, tout compte fait, je n'en veux pas, par caprice. Et puis ça se passe très bien. Donc en effet, ça chamboule un petit peu le dogme de je vais en prémédiquer beaucoup. Et en effet, comme tu dis très bien, c'est au cas par cas, mais malheureusement, c'est pas le côté prédictif est très très difficile quand même. On a quand même dit 2 mots-clés. Je vais te donner la parole, Sonia. On a quand même dit 2 mots-clés, personnalisation et multimodal. Je crois qu'avec ça, on sera très bon. Sonia, on t'écoute. Moi, j'avais une petite question. Moi, je suis plutôt de l'école de Mathilde. Hein. Moi, je prémédique maintenant quasiment plus. Je voulais savoir, quand tu choisis une molécule, qu'est-ce que tu prends finalement? Parce que tu nous as présenté le midazolam et l'Adex. Qu'est-ce que finalement tu choisis, puisque tu es donc plutôt dans l'école qui prémédique? Alors, j'ai un petit peu fait la biblio, ça ne s'est pas vu beaucoup, mais en fait, quand on regarde sur les 150 derniers articles de la prémédication, il y a l'adexménitomidine, il y a la midazolam et la kétamine. Et en fait ils font chaque fois un mix des 3. La clonidine, il y a 2 articles. L'Atarax, il y a 3 articles, donc voilà. Donc là, on n'en parle pas beaucoup. Nous, enfin, je peux parler que de Nantes, bien évidemment. En fait, on utilise que le midazolam, quasiment. Et l'adexménitomidine, en fait, je pense qu'on va s'y mettre, parce que je pense que vraiment l'Adex, c'est vraiment un bon médicament. Oui, alors quand même, quand on fait la littérature, enfin, moi, ma conclusion, quand on parle de ce sujet, pour moi, mais c'est un avis peut-être personnel, interprété avec la littérature, le midazolam, je trouve que c'est la plus mauvaise molécule, avec cette histoire, on n'a pas le temps d'en parler, mais de mémoire implicite et explicite, et que quand même on a ces alpha-2 agonistes qui sont en plus avec à visée de diminution de la consommation de morphinique, comme tu as dit, comme c'est multimodal. Donc moi j'aurais tendance à dire que si on doit prémédiquer, il faut plutôt utiliser les alpha-2. Après, midazolam, on en a tellement utilisé, puis on le manie tellement bien que c'est aussi, on connaît cette molécule. En fait, voilà. Donc, notre utilisation elle est sous-corticale, mais je suis persuadé que la dexménitomidine sera vraiment un excellent médicament, mais quand on aura l'AMM. Et bien évidemment, comme on fonctionne que hors AMM. C'est ça. Et d'ailleurs, on avait une petite question sur la DEX, justement, le délai. Parce qu'il ne va pas falloir se louper sur le délai aussi, le délai d'action, en fait, quand on prémédique à la DEX. Eh bien, je ne sais pas. Eh bien, il est très long, en fait. Ouais. Et c'est vrai que quand on avait un effet du midaz, alors si on met des grosses doses, en 20 minutes, on commence déjà à avoir l'effet. La DEX, il va falloir attendre 30, 40, en tout cas pas moins de 40. Comme on donc c'est vrai que ça va... En fait. Exactement. Et comme le catapressant, et ça va un petit peu changer probablement nos pratiques, il faudra qu'on s'adapte.